Hello ho! Et c'est parti pour un nouveau numéro de Pêle-mêle. Cette fois-ci, on revient aux animes, donc je commence enfin à rattraper mon gigantesque retard. Et on commence par la saison 7 de My Hero Academia. C'est l'avant-dernière saison. Ils ont déjà annoncé la saison finale qui clôturera le manga qui est terminé depuis maintenant plusieurs mois. Ce fut sympathique. Certains épisodes sont très bien réalisés, avec un beau storyboarding, une belle animation. Et d'autres, en revanche, c'est pas vraiment le cas. On sent beaucoup moins l'inspiration. L'animation est en dessin. Et ça fait mine de rien assez longtemps que My Hero Academia est sur cette pente avec des dents de scie. Saison 1, c'était bien. Saison 2, saison 3, c'était vraiment le pic. Et à partir de la saison 4, il y a eu des focus sur des épisodes importants, les épisodes les plus importants avec une bonne partie Sakuga. Mais au fil des saisons, ce constat s'est aggravé. Et la saison 7, on a des épisodes qui sont pourtant phares, qui sont pourtant très importants et qui ont écopé d'une animation vraiment ok tiers. Pour un manga aussi important que My Hero Academia, c'est une déception, même si il y a quand même une poignée d'épisodes qui sauvent la saison, ceci dit, avec un beau storyboarding, une belle inspiration. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, ça serait assez catastrophique, hein, à mon sens. Dans tous les cas, il me tarde de voir la saison finale, vu qu'il y aura probablement très peu d'épisodes. J'ose espérer que cette fois-ci, on aura un label de qualité Sakuga constant, avec un storyboarding inspiré. C'est tout ce qu'on demande à une œuvre de cette ampleur. Mushoku Tensei, la saison 2, partie 2. Donc cette fois-ci, on a le héros qui part à la recherche de sa mère, Zenith, si je ne dis pas de bêtises. C'était pas mal, contrairement à la partie 1 qui m'a fait souffler parce que bon, ça fait depuis le début de Mushoku Tensei que le héros est un personnage très problématique qui enchaîne les agressions sexuelles notamment, sous couvert parfois d'humour un peu douteux. Juste à cause de ça, je recommande cet anime à personne, surtout les personnes qui sont assez sensibles à ce genre de thématique. La partie 2, on a moins cette lourdeur qui surgit parce que la tonalité est quand même assez sérieuse, assez dramatique. Et du coup, on a une partie 2 qui est très réussie, avec une bonne tension. Il y a quand même certains aspects fanservice qui restent, notamment ce cliché du harem dans les isekai. Bon, ok, si vous voulez. Nonobstant, en termes de dramaturgie, en termes d'action, en termes de storyboarding, en termes d'animation pure et dure, c'est un grand succès. En termes d'ambiance, hein, c'est vraiment une partie 2, rien à dire. Elle est très solide. Et du coup, j'espère que la saison 3 sera du même acabit, avec vraiment le moins possible d'accent sur le fanservice bizarre, douteux, problématique. C'est dommage parce qu'à part ça, en termes de lore, en termes de chara building, en termes de chara bonding également, en termes de développement des liens entre les différents personnages, c'est plutôt réussi. Il y a une très bonne cohérence de l'univers, une très bonne synthèse de l'heroic fantasy. On croise les doigts pour la saison 3. Kaiju numéro 8, la saison 1, ça a été une des bonnes surprises de la rentrée 2024. Une des bonnes surprises tout court, hein. Non pas que ce shonen qui prend place dans un univers relativement post-apocalyptique où l'humanité est menacée sans cesse par des kaiju, hein, ces monstres géants façon Godzilla, qui ne garantissent sa survie qu'à travers l'intervention d'une élite militaire qui, pour pouvoir égaler la puissance des kaiju, s'accapare leur peau, leurs organes vitaux. Ça fait un peu penser à un mélange entre Godzilla, Monster Hunter et Pacific Rim. Dans tous les cas, le concept est réussi, le personnage principal est assez attachant. Il a une bonne volonté qui vacille quand même au début, donc ça le rend assez touchant. On s'y prend également pour le personnage secondaire qui est assez attachant, un très bon partenaire, hein, pour le héros. Au-delà de ça, en termes d'intrigue pure et dure, la saison 1, on va dire que ça pose les bases. Il y a des mystères qui sont posés, qui vont être élucidés petit à petit. C'est intéressant, on est dedans. En termes d'animation, c'est plutôt qualitatif, même si j'ai cru comprendre que les fans du manga avaient été déçus parce que ça ne retranscrivait peut-être pas aussi intensément les planches du mangaka en version papier qu'en anime. En ce qui me concerne, en tant qu'animani, j'ai pas grand chose à redire. Il y a un très bon rythme, une action fluide, des passages assez marquants. Après, oui, on reste dans un fil rouge, on reste dans une narration très classique, très shonenesque, rien de fou, notamment en termes de dramaturgie, mais on verra bien la saison 2, comment ça se décante. En tous les cas, c'est solide et c'est tout ce que je demandais pour cet anime. Real Breaker, la saison 1, c'est un anime adapté d'un manga centré autour des Yankees, donc ce sont ces lycéens bagarreurs qui s'adonnent à des guerres de clans, notamment entre tel lycée et tel lycée. On en a pas mal au Japon. Dernièrement, on a eu Tokyo Revengers par exemple. Il y a pas mal de temps, on a eu Cross Zero. Et ma foi, c'est un manga très sympa. Il y a eu un arc en particulier qui était très intense, vraiment incroyable en termes de rythme, en termes de personnages, de chara building, d'enjeux, en termes de storyboarding également, très inspiré, très émouvant. Et cet arc seul, vraiment, il
il est incroyable. Et si ça avait été comme ça du début à la fin, clairement Windbreaker aurait été à mon sens un des animes incontournables du moment. Alors c'est pas le cas. Après cet arc, ça redescend, on va dire, en termes d'intensité, en termes de, pas forcément qualité, mais disons que j'espérais une sorte de renouveau dans le genre Yankee School Fight, mais on dirait bien qu'on va s'orienter vers un classicisme assez constant, mais pourquoi pas, on verra bien. Au niveau des personnages, le leader de l'école Foury notamment est assez intéressant, très charismatique, et il me tente d'en savoir davantage sur lui. Pour le héros, alors très classique, c'est un peu le héros typique, très énergique, qui a tout approuvé, qui veut pas s'avouer qu'il est solitaire et qu'il a besoin de la force de l'amitié et de l'amour pour vaincre ses adversaires, pour vaincre l'adversité. On a un côté slice of life qui est assez sympa, et en termes d'action, ça se regarde. Si on retrouve l'intensité de cet arc en particulier qui prend place à travers l'affrontement entre Furin et une autre école, il y aura probablement de quoi faire pour la saison 2. Et au-delà de ça, c'est plutôt drôle, on prend. Shingeki no Kyojin, la conclusion, j'ai réalisé que j'en avais pas du tout parlé, je ne sais pas pourquoi, ça m'a peut-être un peu trop traumatisé sur le moment. Dans tous les cas, bon, que dire de Shingeki no Kyojin, c'est une œuvre majeure de l'univers manga, c'est même une œuvre majeure de la geek culture qui est parvenue à vraiment traverser toutes sortes d'horizons, au point où vous pouvez recommander Shingeki no Kyojin à des personnes qui ne lisent pas forcément de manga, qui ne regardent pas forcément d'anime, avec la quasi-certitude qu'ils vont en ressortir très impactés. En tout cas, ce fut mon cas, c'est vraiment une œuvre impeccable de bout en bout. Alors bien sûr, par rapport à la conclusion, on pourrait avoir certaines déceptions parce qu'on s'attendait à telle ou telle conclusion, ou on pourrait même être un peu perdu sur la finalité de certains arcs, de certains personnages, mais globalement, j'ai quand même la quasi-certitude, voire la certitude complète, que Hajime Isayama savait où il allait du début à la fin, et ça se voit. C'est quand même fou de voir qu'une œuvre, dès le premier chapitre, était sur une sorte de rail, une œuvre donc sur l'humanité, et notamment le pire qu'elle a à offrir, le cycle éternel de la violence qui ne cesse de se répéter encore et encore, parce que l'être humain, par essence, ne semble pas apprendre de ses erreurs, sa cupidité, sa bêtise, son ignorance étant constante, propice à occasionner nombre de massacres qui suscitent ensuite l'envie de vengeance et à nouveau l'appel du sang et des larmes. Ça m'étonnerait pas que Shingeki no Kyojin soit un jour enseigné dans certaines écoles, dans certains collèges, lycées, voire universités, tant l'écriture est vraiment fine, subtile, complexe, profonde et profondément touchante, ainsi qu'humaniste, malgré la dramaturgie d'ensemble qui est très forte. C'est pas non plus à recommander à tout le monde. Si vous n'êtes pas sensible à la violence de ce monde, notre monde, je vous le recommande chaudement. C'est même un passage obligatoire en ce qui me concerne. Tower of God, la saison 2. Aïe. Alors c'est pas que ça soit décevant, mais disons que comparé à la saison 1, ça n'a rien à voir. La saison 1, j'étais dedans à partir de l'épisode 2-3, une fois que je me suis un peu fait au concept de cette tour un peu étrange où il faut grimper, passer des épreuves, etc. pour ensuite atteindre une sorte d'Éden. La saison 2 introduit de nouveaux personnages et ce qui se passe, c'est que ces nouveaux personnages, ils restent très longtemps à l'écran. Ils restent même quasiment constamment à l'écran. Du coup, on perd de vue les personnages auprès duquel on s'était attaché dans la saison 1. On les retrouve évidemment à un moment donné, mais dites-vous qu'il y a une bonne première partie qui est vraiment centrée sur tous ces nouveaux arrivants, qui sont pas forcément marquants d'un point de vue chara-design par exemple, et même en termes d'écriture, en termes de rythme, je trouvais ça assez lent. Il y a beaucoup de moments où bon, je regardais sans regarder, quoi. J'étais un peu la tête ailleurs parce que ça ne m'intéressait pas fondamentalement, mais mine de rien, c'est vrai que, allez, on va dire à l'épisode 10-12, on va dire à mi-saison, bon, on commence quand même à s'attacher à certains personnages, on commence quand même à entrer dans l'intrigue, avec l'arrivée donc des personnages qu'on avait appréciés dans la saison 1. On commence enfin à entrer dans la trame. Et je serai de l'aventure pour la saison 3, mais clairement, je comprendrais que certains aient lâché en cours de route, tant ce fut quand même assez compliqué à suivre, ce fut assez âpre. Sachant qu'en plus de ça, l'animation n'est pas vraiment au rendez-vous, il y a très peu de moments Sakuga, voire quasiment aucun moment Sakuga. En termes de storyboarding, c'est très classique également. À part l'opening, c'est pas foufou, quoi. En termes techniques, du coup, voilà, quoi. Pokémon Horizon, les arcs de l'Académie de Paldea et Rakua, très bons. Sans depuis que la série animé Pokémon a décidé d'en finir avec Sacha, alors pas en finir en le tuant, mais voilà, de le mettre à la retraite, il était temps quand même, et bien je suis plutôt très agréablement surpris par ces nouveaux protagonistes et donc ces nouvelles histoires qui semblent s'amorcer à chaque nouvelle génération. Il faudra attendre la 10e génération pour en avoir le cœur net, mais je suis quasiment certain qu'on aura à nouveau des protagonistes inédits et une histoire inédite. Ça permet de construire de manière plus convaincante la trame principale, avec un fil rouge qui est très visible et des épisodes
fillers peut-être, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a toujours le fil rouge qui revient de toute manière à un moment ou à un autre. Et du coup, ça permet de davantage s'immerger. Et on a une histoire de base qui est clairement plus intéressante. Et en ce qui concerne Pokémon Horizon, la plupart des personnages sont très attachants, à un bon caractère building. Les liens qui se tissent entre tel ou tel protagoniste, c'est assez naturel, c'est assez organique également. Très bonne symbiose, de même pour les Pokémon. Même au niveau des Nemesis, l'organisation qui veut mettre la main sur les ressources de Rakua, ça fait plus ou moins sens. Il y a des tourments, des inquiétudes, des hantises qui sont restituées de manière assez convaincante. On n'est pas dans le Nemesis bête et méchant non plus. Vraiment agréablement surpris. Il y a un nouvel arc qui s'apprête à prendre place après donc Rakua. À voir ce que ça va donner. On est parti sur une post-ellipse, une petite ellipse. J'ai hâte de voir ça. Oshinoko, la saison 2, toujours aussi convaincant. Je sais pas si je l'ai préféré à la saison 1, mais en tout cas, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, j'ai énormément apprécié cette plongée dans le secteur du divertissement au Japon, notamment au niveau des idols et tous les travers, tous les dangers que cela inclut. En termes de réalisation, c'est impeccable. De toute façon, depuis la saison 1, on est au courant que chaque épisode est de qualité Sakuga. Et surtout, on a des passages vraiment cultes, incroyables, qui vraiment font preuve d'une vibrance, d'une extase et d'une inspiration en termes de storyboarding, en termes d'animation pure et dure, assez folle. Et vu que l'écriture est au rendez-vous, l'écriture de Oshinoko est quand même très très solide, et en plus on apprend plein de choses sur tel ou tel pan de l'industrie de l'entertainment. Là, en l'occurrence, pour la saison 2, on est sur un théâtre en 2.5, donc c'est du théâtre classique, mais également avec des innovations techniques qui permettent de changer la pièce en plein spectacle. C'est assez fou. Et apparemment, ça existe vraiment au Japon. Un premier arc très sympa qui prend du temps à démarrer, mais vraiment, on s'immerge tellement dedans parce que l'écriture est fluide et inspirée. Et un deuxième arc beaucoup plus personnel, beaucoup plus centré sur un personnage en particulier, avec des dénouements dramatiques assez importants. Et du coup, ça fait que ça avance. On est frustré à aucun moment. Je serai évidemment de la partie pour la saison 3. Alors ça me fait un peu peur. Apparemment, la conclusion de Oshinoko en manga n'a pas du tout plu à tout le monde. J'espère que ça sera pas le cas en anime. Mais pour l'instant, vraiment, je suis conquis de bout en bout. Même au niveau des musiques qui sont très importantes, vu qu'on suit en partie un groupe d'idols, même les musiques sont très addictives, très réussies. J'en ai quelques-unes dans mon Spotify d'ailleurs. One Piece, on a quelques épisodes sur Egghead, avec notamment l'incroyable Garp, ainsi que le légendaire Shanks le Roux. Mais au milieu de tout ça, on a eu une grosse pause avec l'arrivée du remaster des Hommes Poissons, donc l'arc des Hommes Poissons. Cette fois-ci, le rythme est beaucoup plus rapide, beaucoup plus cadencé, donc c'est une bonne chose. Après, l'arc des Hommes Poissons en soi, c'est pas le meilleur arc de One Piece. Des bonnes thématiques qui sont abordées, notamment au niveau du cycle de la haine perpétuelle, parfois de la vacuité des sentiments de ces nouvelles générations qui héritent de la haine des parents ou des ancêtres, par rapport à l'esclavage notamment, et la nécessité de lutter contre ça, d'aller outre le sentiment de haine, de détestation pour enfin parvenir à une paix pérenne. Donc en soi, la thématique est plutôt bonne, c'est juste qu'au niveau des combats, au niveau du rythme, c'est assez OSEF. Il n'y a pas vraiment de gros enjeux, il n'y a pas de gros ennemis. L'ennemi principal, il est un peu en mode on sait dès le départ que Luffy va le défoncer, donc bon, voilà. Ne parlons même pas de ces sbires qui sont... ça fait un peu office de démonstration de force, démonstration de puissance de la nouvelle team Mugiwara, mais du coup, en termes d'enjeux, en termes de tension, c'est vrai que c'est pas foufou. Encore une fois, les thématiques de fond sont réussies, mais bon, ça fait pas trop le café. Au moins, c'est mieux rythmé, au moins, ça va plus vite. C'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment compliqué de suivre tout ça. Là, ça se suit quand même assez facilement. One Piece Fan Letter, donc c'était pour fêter les 25 ans de One Piece, et on a eu un OAV très bien réalisé. En termes de direction artistique notamment, c'était assez fou, et une très belle patte, avec deux parties principales. On a une partie qui est centrée sur la bataille de Marineford, mais du point de vue des marines, de la jante classique, du petit peuple, et c'est assez effrayant de voir leur perspective par rapport à ces événements-là, et surtout super bien réussi en termes de cinématographie, c'est assez fou. Ils ont vraiment très bien assuré le storyboarding, la mise en scène, et de même pour la deuxième partie qui est plutôt centrée sur les rêves et aspirations d'une jeune fille qui voudrait envoyer sa lettre à un ami qu'elle admire énormément. Ça se passe juste au moment de l'ellipse, donc le premier arc ellipse à l'archipel Sabaody, je sais plus. C'est un petit gâteau qui fait plaisir, voir une nouvelle direction artistique, une nouvelle patte créative, et bien personnellement ça me fait du bien. Ce One Piece Fan Letter, je vous le recommande énormément, surtout si vous recherchez une nouvelle lecture de One Piece, une nouvelle esthétique, vous serez probablement ravis. ReZero, la saison 3, très sympa. Je fais partie de celles et ceux qui, pour la saison 2, ne sont pas vraiment entrés dans l'aventure parce
parce qu'il y avait un changement de rythme peut-être trop brutal pour moi. La saison 1, c'était quand même très grave en termes de noirceur notamment, en termes d'ambiance, et c'était très lourd, très pesant. Et la saison 2, c'était plus ou moins une sorte de parenthèse. Il y avait de la tension, il y avait des enjeux évidemment, mais c'était surtout de la négociation, de la parlotte, des nouveaux personnages, de nouvelles découvertes, une plongée dans la psyché, dans les origines du personnage principal. Il y avait de très beaux moments évidemment, mais globalement, j'étais pas dedans. Et pour cette saison 3, eh bien, on revient à la tension et à la noirceur, alors peut-être pas au point de la saison 1, mais tout de même, on revient à des enjeux quand même qui sont très très lourds pour cette saison 3. Une action qui est vraiment retranscrite de manière magistrale en termes de storyboarding, en termes de fluidité, c'est juste impeccable. Les chorégraphies, les moments de bravoure, les moments de tristesse, c'est globalement très 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 impressionnant. Il y a des combats où j'étais vraiment sur les fesses, sur le popotin. Tout est plus ou moins réussi, hein, que ce soit en termes d'enjeux, en termes de narration, en termes de sens du spectacle également. Il y a peut-être certains passages où on a l'impression que les personnages parlent un peu trop quand même, mais ça depuis la saison 1 de ReZero, on est un peu au courant, c'est un peu la patte de l'auteur. Quoi qu'il en soit, je recommande cette saison 3. Si vous n'êtes pas entré dans la saison 2, eh bien la saison 3 renoue vraiment avec l'intensité de la saison 1, et surtout ce qui est bien, c'est qu'on sent quand même qu'en termes de fil rouge, c'est solide. La saison 2, c'est pas comme si c'était un hors-série non plus, c'est en pleine continuité, juste cette fois-ci, on entre dans le vif du sujet, on se retrouve à nouveau avec des ennemis très très importants, les fameux pêcheurs, les Sealers. Ce fut vraiment un plaisir de bout en bout. Et quelle tension, quelle intensité. Très bon anime sur ReZero. Bleach, la guerre sanglante de 1000 ans, partie 3. Que dire, depuis la refonte de Bleach par le studio Pierrot, notamment vis-à-vis de cet arc de la guerre sanglante de 1000 ans, c'est tout simplement impeccable. Depuis le début, que ce soit la réalisation, le storyboarding, les ajouts aussi de Tite Kubo, hein, qui s'est permis heureusement de mettre pas mal d'ajouts scénaristiques par rapport au manga, qui à l'époque avait été plus ou moins bâclé, parce qu'il était peut-être dans une situation de fatigue mentale et physique intense au point de vouloir précipiter la fin du manga, sachant que les ventes n'étaient pas vraiment à la hauteur selon la maison d'édition, la Shueisha. Et du coup, là, ça lui a permis de faire la version qu'il voulait faire de base. C'est juste impeccable, hein. C'est rien à dire, vraiment rien à dire. On retrouve l'incroyable esthétique de Bleach, que ce soit au niveau du chara-design, mais aussi au niveau de la mise en scène. C'est parfois très théâtral, très lyrique, très inspiré. Et on est toujours en pleine guerre entre les Quincy et les Shinigami, avec un Iwak notamment assez terrifiant, un pouvoir carrément dantesque, capable de transformer la réalité. Je ne sais pas si la partie 4 va conclure l'arc de la guerre sanglante de 1000 ans. Dans tous les cas, j'ose espérer que ça sera une porte ouverte pour la suite de Bleach. Si vous ne le savez pas encore, on a eu un one-shot en manga sur Bleach, mais en post-ellipse du coup. Et ça a l'air très 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 intéressant, les nouveaux enjeux qui sont présentés. Et au-delà de ça, c'est vrai que Bleach, malgré tous les personnages que Tite Kubo a introduits, eh bien, il y a énormément de personnages auxquels on s'est attaché, qu'on trouve badass, charismatique, particulièrement puissant, parfois inspirant également. Je pense qu'il y a encore de quoi faire. Nous verrons bien ce que donne la partie 4, mais en attendant, la partie 3, comme la partie 2, comme la partie 1, vous pouvez foncer les yeux fermés. Non, alors pas du tout les yeux fermés, gardez-les grands ouverts, n'en perdez pas une miette. C'est un délice. Je dirais même que, de manière générale, Bleach, la guerre sanglante de 1000 ans, ça fait partie des animes incontournables du moment. Tout simplement. Dan Da Dan, la saison 1, un des animes incontournables du moment. On va pas alambiquer plus longtemps que ça. Non pas que ça soit incroyable en termes de narration, en termes d'histoire, mais disons que ça fait partie de ces animes qui, tout comme Susu no Frieren par exemple, offrent une qualité de Sakuga déjà constante. C'est constant, ça fait vraiment plaisir en termes de visuel pur et dur, en termes de storyboarding, et bien c'est un régal, et ça, mine de rien, c'est vrai que ça participe énormément au succès d'un anime. Au-delà de ça, la trame est intéressante, donc on est dans un lore peuplé de fantômes, mais aussi d'extraterrestres, avec un humour très très efficace, une symbiose, une alchimie entre les deux protagonistes, féminin, masculin, mais incroyable. C'est assez rare qu'on ait une alchimie aussi probante, aussi touchante, et qu'on ait vraiment envie, qu'on supporte l'émergence de ce couple et la concrétisation de leur union. Au-delà de ça, même les personnages secondaires sont super attachants, sont super drôles, et là on ne l'attendait pas forcément d'Anadan, on savait que c'était drôle, on savait que c'était visuellement très attrayant, mais personnellement je ne savais pas que ça pouvait être très dur, très terrifiant, d'une noirceur parfois qui prend aux tripes, et il y a un épisode en particulier, hein, je pense que toutes celles et ceux qui ont vu la saison 1 savent à quel épisode je fais référence. Il y a un épisode en particulier qui est juste incroyable, très 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 émouvant, très touchant, avec une dramaturgie mais particulièrement puissante. Quelle mise en scène, quelle OST, quelle bande originale, l'opening, gros banger au passage. Foncez, a priori vous ne devriez pas être déçus. Blue Lock, la saison 2, aïe 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 aïe. Moi personnellement j'ai aimé, voilà, j'ose le dire, mais je comprends les critiques, notamment les critiques de PowerPoint en termes d'animation. En fait, en termes de statique, en termes de visuel statique, bah c'est des beaux visuels, mais c'est vrai qu'en termes d'animation, eh bien c'est pas foufou. On se retrouve parfois avec des animations de type école
des Champions Olive et Tom. Donc à l'époque, il y a 25-30 ans, ça passait, mais bon là c'est vrai que ça commence à bien faire. Au-delà de ça, j'étais quand même pris par les enjeux. En fait, en termes de tension, eh bien c'est toujours aussi réussi. D'épisode en épisode, j'avais toujours envie de savoir quel va être le résultat, qui va être sélectionné, qui ne va pas être sélectionné, qui va vivre sa meilleure vie, qui va vivre sa pire vie. De ce côté-là, j'étais vraiment pris dans l'action, dans la trame, dans le fil rouge. Heureusement, on a quand même quelques passages, on a quand même quelques épisodes, je parle notamment de l'incroyable épisode final, qui sont de qualité Sakuga, et là, il n'y a juste rien à dire, c'est juste impeccable. L'épisode final en particulier, c'est une gigantesque baffe dans la mâchoire, il est juste fou, furieux, et à mon sens, il justifie amplement la nécessité de voir cette saison 2, tant il est fou, furieux. Vraiment, pendant quelques minutes, les animateurs se sont juste lâchés. Ils ont cru qu'ils avaient un budget illimité. Ils se sont fait, allez, on se fait plaisir. Et c'est un régal. C'est un régal. Je serai évidemment de la partie pour la saison 3 parce que de toute manière, les personnages, je m'y suis attaché. La trame, je suis en plein dedans. J'en veux plus. J'en veux plus. Bon, après, si on pouvait éviter le PowerPoint, ça serait pas mal. Blue Exorcist, la saison 4 et saison 5. Alors, la saison 4, c'est peut-être l'une des moins réussies de Blue Exorcist. L'arc en soi est assez intéressant, mais c'est vrai qu'en termes d'animation, et ben c'était pas fou. On a de très bons passages, des scènes assez touchantes entre les différents protagonistes, mais c'est vrai que on sentait que l'envie n'était pas forcément là, et surtout on sentait que le budget n'était pas forcément là. L'histoire en soi, centrée autour du passé d'Izumo Kamiki, est réussie, clairement, mais bon, en termes de lien, il n'y en a pas vraiment. C'est assez dommage. Heureusement, la saison 5 se rattrape amplement. En fait, il faut croire que le budget, ils ont tout mis sur la saison 5. Et c'est pas plus mal, entre guillemets, hein, s'il fallait choisir évidemment. La partie est pas mal du tout, avec notamment un très bon focus sur Shura Kirikanue et son passé, hein, ses origines. Il y a un bon développement des liens entre elle, Rin et Yuko notamment. Mais le gros de cette saison 5, la principale qualité, c'est évidemment l'arc, à mon sens, le plus réussi de tout Blue Exorcist pour l'instant en tout cas, l'arc de la Nuit Bleue. C'est un gros flashback sur les origines tragiques de la Nuit Bleue et notamment un personnage très important que je vais pas forcément révéler ici, on sait jamais, hein, ça peut éventuellement spoiler, mais dites-vous qu'en termes d'histoire, en termes de narration, en termes de lore, en termes d'intensité émotionnelle, c'est juste impeccable. Clairement, j'avais les larmes aux yeux à beaucoup d'épisodes, c'est très tragique évidemment, mais ça apporte une telle substance émotionnelle à l'ensemble de l'œuvre qu'elle est indispensable à mon sens. C'est juste le meilleur arc de Blue Exorcist, que ce soit en manga ou en anime, ils ont fait un boulot d'adaptation magistral. J'avais un peu de doute, hein, je vais pas mentir, mais pour le coup, c'est impeccable. Que ce soit l'OST, le storyboarding, les seiyuu aussi, hein, les seiyuu qui font un travail impeccable, ce fut intense et tellement triste. Dragon Ball Daima, eh bien, j'ai beaucoup aimé, hein, c'était très sympathique. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux, la même intensité que Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, hein, si on parle donc de l'anime, mais en termes de légèreté, on revient aux racines de Dragon Ball avec le petit Goku, une intrigue qui ne se prend pas forcément au sérieux, un humour qui est quand même très visible et très réussi à mon sens, des méchants qui pour la plupart du temps ne sont pas vraiment méchants, et ça fait plaisir de revenir à ses origines. Je pense que ça tenait énormément à cœur à Akira Toriyama de revenir à ce qui avait fait le succès premier de Dragon Ball avant de partir vers une dimension plus épique, beaucoup plus action avec de gros ennemis bien méchants, bien dangereux. Là, c'est pas vraiment le cas, voire pas du tout le cas, mais par contre, en termes de combat pur et dur, en termes d'animation, quand ça veut y aller, c'est très réussi, c'est très Sakuga, un bon storyboarding, belle OST et du fanservice, ma foi, très réussi. Il y a quelques passages en termes de fanservice qui sont tellement bien amenés que juste à cause de ces quelques passages, j'ai envie de le recommander à tout le monde, même celles et ceux qui sont pas forcément dans la vibe Dragon Ball, nostalgie, beaucoup d'humour, pas vraiment d'enjeu, juste à cause de ces petits passages de fanservice, j'ai quand même envie de le recommander, surtout qu'il fait en sorte d'approfondir le lore, notamment au niveau du royaume des démons, et mine de rien, il envoie quelques petites comètes scénaristiques qui pourraient le rattacher à Dragon Ball Super par la suite, qui finira par reprendre évidemment d'un moment à l'autre. Du coup, j'ai envie de vous dire, laissez-lui sa chance si c'est pas encore le cas. Seulement, attendez-vous vraiment à ce que ça soit une ambiance ruban rouge, beaucoup enfants, et pour cause, ils sont tous enfants. Une ambiance légère, nostalgique, pépère, drôle, avec un fanservice qui fait quand même très plaisir.
Shangri-La Frontier, saison 2. Eh bien, moi, c'est une de mes très bonnes surprises, hein, Shangri-La Frontier. Pourtant, en termes d'animation, c'est pas incroyable. Il n'y a jamais de moment, il y a jamais de gros moments Sakuga, mais au niveau du concept, donc ce MMORPG en réalité virtuelle, deep dive, un peu comme dans Sword Art Online. Hein, donc, du coup, vous mettez votre casque et vous êtes dans l'univers, vous ressentez les mêmes sensations. Bon, amoindri évidemment, on vous coupe un bras, vous n'allez pas ressentir le bras coupé comme dans la vraie vie, faut pas déconner non plus. Mais du coup, si vous êtes à fond dans les jeux vidéo, si vous aimez aussi les JRPG, les MMORPG, donc vous allez retrouver beaucoup de jargon similaires. Ça se voit que ça a été fait par des personnes qui savent de quoi ils parlent, et en tant que geek invétéré à fond dans les jeux vidéo notamment, c'est un anime qui fait vraiment plaisir à voir, que ce soit la saison 1 ou ici la saison 2. Tous les arcs sont très réussis, pas mal d'enjeux au niveau du lore de Shangri-La Frontier, le jeu principal, mais aussi, et c'est une bonne chose, d'autres jeux qui sont abordés lors d'arcs beaucoup plus courts. Il y a eu un arc par exemple sur un jeu de Gundam, de robot, un autre sur un jeu de combat, également en deep dive, et du coup ça permet vraiment d'entrer dans cet univers de manière assez éclectique. Ça fait plaisir, surtout que l'humour est plutôt au rendez-vous, les personnages principaux sont attachants, j'en demandais pas plus, et je serai bien sûr de l'aventure pour la saison 3. Et l'arc en cours est très sympathique avec un nouveau gros boss qui promet d'être particulièrement dangereux. Rurouni Kenshin, la saison 2, très bien, sachant qu'elle aborde un arc principal, un arc de Kyoto, avec l'arrivée du principal némésis du manga, Makoto Shishio, et du coup en termes d'enjeu et de narration, on franchit quelques étapes supplémentaires, et ça se voit. Ce qui fait aussi plaisir à voir, c'est que les personnages secondaires ont une évolution qui leur est propre, que ce soit en termes de physique pur et dur, mais aussi en termes de spiritualité, en termes de mentalité, et tout bonnement, le rythme est très prenant, c'est très fluide, on a envie d'aller au bout des choses, de savoir ce qui va se passer pour tel protagonisme devenu plus ou moins némésis à cause de souffrances passées, et par rapport au méchant principal, pourquoi de telles motivations, pourquoi une telle envie de revanche, pourquoi une telle envie de dévastation. Le chara building est vraiment bien cerné, même au niveau de Kenshin et sa philosophie qui est de ne plus vouloir tuer. Là vraiment, avec cet ennemi d'une nouvelle ampleur, on se demande s'il va pouvoir encore y parvenir. Ce qui est sûr, c'est qu'il est bien entouré et qu'il dispose des meilleures armes, qu'elles soient physiques, spirituelles, pour y parvenir. Nonobstant, on sent vraiment le danger posé, et que ce soit en termes de réalisation, de mise en scène, de bande originale, c'est soigné, tout est soigné, donc vraiment rien à dire. L'arc est d'une profondeur narrative assez singulière, ça se voit de bout en bout, d'épisode en épisode, et je ne peux que recommander cette deuxième saison, même si évidemment on reste sur la grosse problématique qui est posée par l'auteur principal, hein, qui a été détenu pour de sinistres raisons, donc je peux comprendre l'envie de boycotter, mais en ce qui me concerne, je suis passé outre, car conscient, quoi qu'il en soit, des qualités intrinsèques de Kenshin no Vagabond, et là, avec cet arc-là, j'en ai encore plus conscience. Je comprends pourquoi c'est un manga, une œuvre qui a marqué les esprits. Ce n'est pas un shonen vraiment classique au sens propre du terme. Clairement, il a des qualités et une singularité narrative qui fait très plaisir à voir. Il y a même certaines similarités avec Vagabond de Takeshi Inoue, et ça, évidemment, ça fait on ne peut plus plaisir, vu que Takeshi Inoue, c'est un des plus grands mangaka de l'histoire. De fait, je ne m'attendais pas à une écriture qui soit aussi subtile et bien amenée, et surtout prenante, parce que pour le coup, c'est prenant de A à Z. Bravo. Dr Stone, la saison 4. Alors, je fais partie de celles et ceux qui, saison 2, saison 3, avaient été plus ou moins lassés par l'aspect vulgarisation scientifique des différents morceaux d'action amenés ici et là, surtout qu'il y a une chonisation des personnages. On a l'impression parfois qu'ils sortent de jeux vidéo avec une sorte de barre de vie. Ça veut être réaliste, mais c'est pas trop réaliste non plus. On reste dans un shonen quand même assez pur jus, malgré l'aspect très novateur de la vulgarisation scientifique. Et cette saison 4, alors peut-être parce que c'est la saison finale, hein, on est sur l'arc de fin, et bien je suis à fond dedans, et on a un très bon Nemesis, on a de très gros enjeux. Je trouve que le rythme aussi est mieux amené, avec un humour plus fin, plus sympatoche. Les endings sont aussi qui font plaisir à voir. En termes de trame, en termes d'écriture, c'est plus fluide, et du coup ça passe. Au niveau de la réalisation, toujours aussi solide. Dr Stone, en termes de réalisation, ça a toujours été convaincant. Rien de fou au niveau Sakuga, mais suffisamment convaincant pour qu'on s'y laisse amener avec plaisir. Alors je sais pas si la saison 4 va conclure pour de bon Dr Stone, je pense que oui, et du coup ça fait une bonne aventure. Je pense que à l'occasion, je regarderai à nouveau l'ensemble des saisons. C'est ce qu'il fallait faire, hein. Il fallait laisser une bonne impression de fin, et c'est ce qu'a fait ce Dr Stone, donc bravo. Mine de rien, ça m'a un peu donné envie de m'intéresser à la science, à la physique, ses applications, de manière un peu plus poussée que ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire à la surface quand même, beaucoup à la surface. Solo Leveling, la saison 2, comme la saison 1, impeccable. Alors en termes de réalisation, c'est du très haut niveau. C'est peut-être la meilleure réalisation de ces derniers temps, en tout cas de la fournée hivernale, il n'y a pas photo. C'est Solo Leveling
qui s'accapare le haut du panier. Il fait partie de ces rares animes qui, alors de manière quasiment constante, peut-être pas de manière constante comme par exemple Dandadan récemment ou Susumu Frieren ou encore la saison 1 de One Punch Man, il y a quand même quelques scènes où on voit que bon, ils n'avaient pas trop de temps et on a des fonds plus ou moins fixes, ça se voit de temps en temps, mais globalement quand même rien à dire. L'animation est incroyable, un très beau storyboarding, une très belle bande originale, les chorégraphies sont impeccables. Du coup, en termes d'action pure jus, c'est un délice. Au niveau d'écriture, ça reste relativement classique, mais mine de rien, on a toujours envie de voir le personnage principal évoluer, gagner en puissance, et on se demande si finalement est-ce qu'il est trop puissant ou est-ce qu'il va finir par affronter un adversaire à sa hauteur. Alors on est loin de One Punch Man où clairement on sait depuis le départ que Saitama, bon, il défonce tout le monde. Là c'est pas le cas non plus, surtout qu'on sent que le personnage principal a quand même ses démons et est plus ou moins contrôlé par un système qui l'oriente dans une direction assez inconnue, assez mystérieuse. Du coup, très bonne saison 2. Un premier arc centré sur la recherche de l'élixir pour guérir une maladie rare qu'a sa mère, notamment, qu'a la mère du personnage principal. Et une deuxième partie avec l'île de Jeju qui est juste folle. C'est peut-être la meilleure partie de Solo Leveling. On m'avait énormément parlé de cet arc et je comprends à raison. Il y a de grosses inspirations de l'arc des Chimera Ants de Hunter x Hunter, on va pas se mentir. C'est tout bonnement réussi. C'est la première fois qu'on a une telle tension, qu'on a de tels enjeux. Je recommande surtout si vous êtes passionné d'action pur jus. Pour le coup, c'est un régal visuel. Et même au-delà de ça, en termes de rythme notamment, et même en termes de cara-building, surtout pour le personnage principal, on va pas se mentir, c'est réussi. Donc, let's go. Beastars, la saison 3, partie 1. Très sympa. De toute façon, Beastars, depuis le début, c'est parfait. Donc, on est dans une sorte de zootopie version sombre, hein, beaucoup plus adulte, beaucoup plus torturée également. C'est très réussi. Il y a pas mal de thématiques hyper intéressantes sur la nécessité d'une entente très fragile entre herbivores d'un côté et carnivores de l'autre. Est-ce que c'est seulement possible? Dans tous les cas, il le faut hein, pour pouvoir vivre dans une paix pérenne. La saison 2 conclut un arc très important au niveau d'un meurtrier d'herbivores qui se faisait attendre en termes d'identité notamment. Et là, la saison 3, on va dire que ça explore surtout la psyché de Legolas, la nécessité de s'affranchir de certaines frontières s'il veut vraiment former un couple avec une certaine lapine. Il est temps de voir la partie 2. Le némésis principal est assez intriguant, assez intéressant. De manière générale, les protagonistes sont plutôt réussis hein, d'un point de vue écriture, même si certains protagonistes, notamment le protagoniste féminin principal, Haru, est très en retrait hein, sur cette saison 3, en tout cas partie 1. J'espère que pour la partie 2, ça va s'arranger. Globalement, je recommande ne serait-ce que par le concept. De manière générale, je recommande ne serait-ce que par le concept qui est très original et très bien amené. Et puis, oui, l'ensemble du bestiaire, c'est le cas de le dire, bien développé, très réussi, avec de bonnes accroches, de bonnes ancres dans notre monde à nous. Sakamoto Days, la saison 1. Alors personnellement, j'aime bien. Rien de fou. Alors là, j'insiste, rien de fou. Là où je pourrais être déçu, c'est que je sais pas pourquoi, mais il y avait une hype autour de Sakamoto Days, l'adaptation animée, qui venait vraiment, maintenant que j'ai vu la saison 1, de nulle part en fait. Le truc, c'est que c'est un shonen classique, très classique. C'est un peu les poncifs, les clichés du shonen de base. Un personnage principal qui est très puissant, assez badass. Des personnages secondaires qui se cherchent petit à petit. L'humour est réussi, l'action est plutôt bien restituée, même si, et c'est un gros problème pour les fans de Sakamoto Days, l'action est réussie, certes, c'est une bonne animation, mais à aucun moment on est sur du Sakuga. À aucun moment vraiment on sent qu'on a un bon storyboarding sous les yeux, une bonne animation, une fluidité de fou furieux, des chorégraphies mamma mia, rien de tout ça. C'est juste agréable à suivre. À part ça, rien de fou. De ce que j'ai cru comprendre, ce manga qui est dessiné et écrit par Yuto Suzuki est très bon en termes de storyboarding, en termes de perspective, en termes de cinématographie également. Et du coup, je peux comprendre que ça fasse mal au cœur d'avoir une adaptation un peu mid-tierce en termes d'animation, en termes de réalisation. Mais bon, il va falloir faire avec, en tout cas pour cette saison 1. Dans tous les cas, je recommande si vous voulez vraiment passer votre temps de manière assez guillerette, tranquillou. On est sur un ancien mafiosi qui a rencontré l'amour, qui a décidé de se ranger et qui manage une petite épicerie dans le plus grand des calmes. Par contre, évitez de le chauffer parce que si vous le chauffez, là, c'est une autre personne qui va apparaître devant vous. Enfin, les carnets de l'apothicaire saison 2, toujours aussi bon en termes d'écriture, en termes d'intrigue. On est sur un anime d'intrigue de cour hein, qui prend place au sein de la Chine impériale, le palais de l'empereur. Des intrigues entre courtisanes, rivalités, tentatives d'assassinat. C'est très sympathique à suivre, surtout que malgré tous les mystères, toutes les enquêtes, on a quand même un fil rouge qui est très passionnant à suivre. L'héroïne principale est incroyable, hein. Elle est très intelligente, très sarcastique, assez discrète et elle forme un binôme merveilleux avec
avec le personnage principal masculin qui lui aussi est très mystérieux, très charismatique, hein, une aura implacable, on va pas se mentir. Alors oui, le rythme est lent, mais c'est un rythme lent à dessein et surtout que ça soit l'animation, le storyboarding, la bande originale, l'écriture, les personnages, tout est bien amené, on sent que c'est maîtrisé de A à Z et de manière assez simple, que ce soit le décor, les différentes scénettes, les différentes histoires, le focus également sur la médecine traditionnelle qui est maîtrisée de main de maître par l'héroïne, Mao Mao. Tout est parfaitement imbriqué et je comprends amplement pourquoi cet anime fait autant sensation. Même moi qui suis de base très shonen, on va pas se mentir, eh bien un manga beaucoup plus tranquille et beaucoup plus sérieux, beaucoup plus adulte entre guillemets, tel que les carnets d'apothicaire, eh bien j'adore tout simplement. Cette saison 2 était parfaitement réussie avec une intrigue, une trame principale qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment autour du personnage principal masculin et ses origines que l'on a compris par l'héroïne manifestement. Puis tous ces moments slice of life sont tellement réussis. Il me tarde de voir la saison 3. Et c'est la fin de ce numéro de pêle-mêle centré sur les animes. Le prochain numéro sera centré sur les derniers films que j'ai vus et ensuite a priori on devrait enfin tout mélanger. Donc comme je vous l'ai dit en début de numéro. Non. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.